sontaleho Casa mas duwale bentangana Hey wato sitaleho Casa mas duwale benfunki. Je m'appelle Madame Diaby Amsen. Je suis spécialiste égalité femmes-hommes pour le projet phare. Phare qui signifie Femmes et Agriculture Résiliente au Sénégal est un projet qui est financé par Affaires Mondiales Canada, AMC. Il est mis en œuvre dans le cadre d'un consortium qui réunit le CECI et Socodevi avec l'appui technique de Uranus, en collaboration avec des partenaires sénégalais tels que l'Association des femmes d'Afrique de l'Ouest, AFAO, le Centre de suivi écologique, le CSE, et plusieurs autres organisations et institutions sénégalaises, dont certaines en tant que participantes, n'est-ce pas, d'autres comme intermédiaires ou encore dans un rôle aviseur. Le projet s'étend sur une durée de 5 ans, de 2019 à 2024, en vertu d'un accord qui a été signé le 29 mars 2019. Alors, le projet Femmes Agriculture Résiliente au Sénégal, le nom parle par lui-même, Femmes Agriculture Résiliente au Sénégal. Donc, le projet vise l'amélioration du bien-être socio-économique et la résilience des ménages agricoles face aux conditions climatiques, donc face au changement climatique, n'est-ce pas? Mais le projet vise particulièrement les femmes et les jeunes dans les régions de Kolda, de Sédhiou et de Tambacounda. Dans ce contexte donc de changement climatique qui menace l'avenir de l'agriculture, qui menace l'avenir des familles, qui menace l'avenir des femmes et l'avenir des enfants, l'avenir de la flore et l'avenir de la faune en Casamance, il est important que tout changement qu'on veut apporter vise en particulier les femmes et les jeunes. C'est pourquoi la cible première du projet, c'est les femmes et les jeunes. Les femmes, à travers l'accompagnement de plus de 6 000 femmes. Quand on dit 6 000 femmes, on parle de 6 000 ménages. 6 000 femmes, c'est les bénéficiaires directs, mais derrière ces 6 000 femmes, ces 6 000 ménages, ça veut dire donc que c'est les bénéficiaires indirects tournent autour de milliers d'hommes, d'enfants, de femmes qui sont ciblés de manière indirecte par le projet. Alors, le projet a démarré en 2019, donc ça fait déjà 5 ans que le projet agit sur les défis qui freinent le développement des femmes et l'atteinte du plein potentiel des femmes. Qu'est-ce que le projet cherche? Le renforcement du leadership, le renforcement du pouvoir de décision et de contrôle des femmes et des jeunes sur les ressources de manière générale. À cette date, les résultats qui ont été atteints à cette date, donc aujourd'hui de 2019 à 2024, on a noté une amélioration nette des connaissances sur le leadership et les droits des femmes. Les femmes que le projet a su approcher et avec lesquelles le projet a travaillé, en termes de leur connaissance sur le leadership, mais en termes également de leur connaissance sur le droit, on a noté une nette amélioration. Il y a également que les femmes avec lesquelles on a travaillé aujourd'hui, on sent un allègement des travaux domestiques à travers des formations que le projet a déroulées dans ce que nous avons, une approche que nous avons appelée champs, écoles, paysans, les CEP. Les CEP, c'est des équipements qu'on a mis en place qui permettent de regrouper les femmes et de les former, de les accompagner, n'est-ce pas, sur le leadership transformationnel. Il y a également un autre résultat qui est extrêmement important, c'est le renforcement de l'accès des femmes et des jeunes aux ressources productives. Les terres, on va en parler, les terres, à travers le projet Les Femmes, on les a accompagnées à avoir accès aux terres. C'est l'accès au système d'irrigation. Le projet a installé des systèmes d'irrigation
qui ont allégé les travaux d'irrigation des champs, d'arrosage des champs, donc des systèmes d'irrigation, des matériels agricoles et des équipements agricoles que le projet a également installés. Donc, renforcement de l'accès des femmes à toutes ces ressources productives. Il y a aussi un autre aspect que durant les 5 ans que le projet a permis de mettre en place, c'est l'implication ou plus d'implication des services techniques déconcentrés dans la vulgarisation des thématiques égalité femmes-hommes. Les violences basées sur le genre, n'est-ce pas, l'accès de la femme à la terre, autant de thèmes que le projet, en travaillant avec les services déconcentrés, le projet a accompagné ces services déconcentrés-là à travers l'élaboration d'un coffret de livrets que nous mettons à disposition des services déconcentrés et que ces services déconcentrés peuvent distribuer au niveau des communautés et au niveau des femmes. Le projet est également arrivé à développer, je l'ai dit, le leadership des femmes membres des organisations paysannes. Parce que ces organisations paysannes, quand le projet arrivait en 2019, c'était autant de GIE de femmes qui étaient dispersées et qui quelquefois faisaient la même chose. Donc à travers le projet, ces organisations paysannes de femmes, on a développé une dynamique organisationnelle qui a permis d'en faire des coopératives. Donc des coopératives de femmes et des coopératives. Et dans ces coopératives, aujourd'hui, dans les instances de décision de ces coopératives, telles que les conseils d'administration, les femmes sont devenues majoritaires. Voilà donc autant de résultats auxquels le projet est arrivé. J'ai parlé d'équipement. En termes d'équipement, nous pouvons dire que par exemple à Sédhiou, à travers le plaidoyer que le projet a développé avec les femmes ont pu accéder à 5 périmètres, n'est-ce pas, qui en fait font presque 50 hectares. Et la coopérative qui a été mise en place au niveau de Sédhiou, c'est la COPAJAC. Donc les GIE dispersés ont été rassemblés pour former la COPAJAC qui a pu bénéficier de l'octroi de 50 hectares. Toujours à Sédhiou, une autre coopérative a été mise en place, c'est la COPRABAS, qui s'active dans la banane. Et là aussi, c'est 5 périmètres qui ont été mis à disposition des femmes, 5 périmètres qui font presque 60 hectares. Donc on peut dire qu'à Sédhiou, entre les 50 hectares et les 60 hectares, c'est plus de 110 hectares qui ont été mis à disposition des femmes. Et ça, c'est la dynamique organisationnelle qui l'a permis. Alors, pour ces hectares-là, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que le projet a fait? Des clôtures ont été installées, des pompes ont été installées, des panneaux solaires ont été installés, des forages ont été installés, des abris ont été installés. Bref, un investissement de plus de 1,2 milliard qui ont été mis à la disposition des femmes de Sédhiou à travers les 2 coopératives. Ça, c'est à Sédhiou. Maintenant, à Kolda, particulièrement à Vélingara, quels sont les investissements qui ont été faits? Donc, des motofaucheuses, parce qu'elles s'activent dans la riziculture, des motofaucheuses ont été mises à disposition, des batteuses ont été mises à disposition, 2 unités de transformation, l'une à Soutouré, l'autre à Djalakeni, ont été également mises à disposition. Ça veut dire donc à Vélingara, nous nous retrouvons autour de plus de 200 millions qui ont été mis à disposition de la coopérative de femmes qui a été installée au niveau de Vélingara. Ça, c'est la région de Kolda. Maintenant, au niveau de la région de Tambacounda, là aussi, des périmètres ont été octroyés aux femmes, à la coopérative qui a été installée à Tambacounda. Avec papier et tout ce qu'il faut, avec toutes les dispositions administratives ont été prises. Alors, ces 9 périmètres qui ont été mis à disposition de ces femmes, en termes d'investissement, des motopompes ont été octroyés à ces femmes-là, des clôtures ont été installées, 2 camions frigorifiques d'une capacité de plus de 12 tonnes chacune. Chaque camion
capacités de plus de 12 tonnes ont été octroyées à ces femmes-là pour pouvoir sortir la banane des périmètres pour aller vers la commercialisation. En plus des femmes qui s'activent dans la banane, il y a également des femmes qui s'activent dans le maraîchage. Et là, 5 hectares leur ont été octroyés pour le maraîchage. 5 hectares qui, en termes d'investissement, le projet a mis en place des clôtures, le projet a mis en place des systèmes d'irrigation, le projet a mis en place des panneaux solaires. Bref, un investissement qui tourne autour de 171 millions 900 000 et près de 250 millions pour le maraîchage. Donc 171 millions pour la bananerie, 250 millions pour presque le maraîchage. En tout cas, pour Tambacounda, si on fait un peu une évaluation de tout l'investissement, on se retrouve à plus d'1 milliard en termes d'investissement, en termes d'équipement, en termes de construction, en termes d'installation qui ont été mis à disposition de ces femmes-là. Alors, les projets ont une durée de vie. Nous nous retrouvons aujourd'hui en 2024, de 2019 à 2024. Et de gros investissements ont été faits. Ces investissements-là, nous pensons, s'il y a un message à lancer, c'est qu'en termes de maintenance, en tout cas que l'État, ce qui est attendu de l'État, c'est un accompagnement de ces coopératives-là pour que ces investissements-là ne soient pas à fond perdu. Que ces investissements, que les communautés puissent les rentabiliser. Les rentabiliser à travers quoi? À travers une commercialisation forte de ce qui va être produit. Parce que si on investit tout cela et que la commercialisation ne marche pas, ça ne servira à rien. Parce que les retombées, les communautés ne pourront pas en bénéficier. Donc, le message que nous lançons, c'est que l'État véritablement accompagne. Parce que les projets ne peuvent faire que ça. Les projets expérimentent, mettent en place et remettent aux communautés, remettent à l'État. Donc, que l'État puisse véritablement accompagner toutes ces communautés-là de Sédhiou, de Vélingara, de Kolda, de Tambacounda, pour que ces investissements-là puissent leur servir et que les retombées, que les ménages, les familles, les femmes, les enfants et les hommes de ces régions-là puissent en bénéficier. La commercialisation, c'est un peu le nœud gordien de tout cela. C'est le nœud gordien parce que quand on installe des coopératives, ce qu'on voudrait, c'est arriver à bout qu'il n'y ait qu'une seule possibilité de commercialisation, c'est-à-dire tout ce qui est produit soit amené à la coopérative et que ce soit la coopérative qui commercialise. Mais malheureusement, pour le moment, puisque c'est de jeunes coopératives qui viennent de naître, on n'est pas encore, le processus n'est pas encore arrivé à bout. Ce qui fait que c'est un peu faussé quelquefois à la base. Donc, il y a des producteurs qui commercialisent en vrac et cela a une incidence sur ce qui est attendu. Parce que quand on commercialise en vrac, on ne s'entend pas sur les prix et quand on ne s'entend pas sur les prix, c'est le client qui est bénéficiaire. Donc, celui qui vend, en fait, il va vendre à perte. Donc, pour le moment, il y a tout un travail à faire sur la commercialisation. Normalement, quand le producteur produit ou quand la coopérative produit, dans les normes, elle devrait produire parce que déjà, elle sait qu'il y a un marché qui l'attend, qui doit acheter. L'acheteur est là. Et s'il n'y a pas d'acheteur, en ce moment, l'État doit être là pour prendre. Mais, pour le moment, la mayonnaise n'a pas encore pris, mais nous pensons que avec les nouvelles autorités et tout ce qu'on a entendu en termes de travail qui va se faire avec les coopératives, nous pensons que les choses pourront s'améliorer. En tout cas, il y a encore un travail à faire dans ce domaine. C'est vrai que les ONG ont un travail à faire, mais les ONG, naturellement, ne peuvent pas racheter le produit, parce que ce n'est pas leur vocation de racheter le produit. Les ONG, ce qu'elles peuvent faire, c'est accompagner les communautés, les fortifier, les renforcer pour qu'elles soient capables de produire.
Et au bout du compte, parce que celui qui pour lui, il veut vendre. Au bout du compte, qu'il y ait un marché pour écouler. Donc, peut-être s'il y a un travail que les ONG peuvent faire, c'est peut-être sensibiliser pour que le marché soit disponible. Ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi les formations qui ont été faites, l'accompagnement qui a été fait, que le projet a fait avec les femmes. Le projet a développé un grand programme de leadership, de renforcement du leadership des femmes. Comment cela a été fait? Dans les coopératives et dans les ONG, dans les GIE de femmes, on a repéré près de 300 femmes dans les 3 régions qu'on a appelées des leaders émergentes. C'est des femmes sur qui on avait beaucoup d'espoir. On a dit sur ces femmes-là, si on fait un travail, on est sûr qu'elles deviendront demain de très bons leaders dans leur communauté. Donc, les organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons, dont AFAO, la FAFS, n'est-ce pas, les Amazones, c'est des organisations avec qui on a contractualisé, on a fait un mandat, et à travers ce mandat, elles ont accompagné, formé ces femmes-là en leadership transformationnel. Elles les ont formées sur les thèmes comme la confiance en soi, la prise de parole en public, n'est-ce pas, la connaissance des droits, n'est-ce pas, un renforcement sur le plaidoyer, comment faire un plaidoyer pour avoir accès à la terre. Donc, c'est des femmes qui ont été accompagnées sur beaucoup de thèmes, qui ont été formées sur beaucoup de thèmes, qui ont été renforcées sur beaucoup de thèmes. Et en plus de cela, à côté de cela, on a identifié également près d'une centaine de leaders établis. Qu'est-ce qu'on appelle les leaders établis? C'est par exemple les femmes qui étaient déjà dans les conseils ruraux, n'est-ce pas? Dans le conseil départemental, dans le conseil, n'est-ce pas, dans le conseil villageois. Donc des femmes qui déjà avaient un leadership. Et on leur a demandé de mentorer les femmes, ces leaders émergentes. Donc il y a eu un échange entre les leaders émergentes et les leaders établis. Ce programme-là a produit ses fruits parce qu'aujourd'hui, dans les coopératives, les femmes sont devenues majoritaires dans les instances de décision. Dans les organes de gestion de l'eau également, n'est-ce pas, les femmes sont présentes et elles sont pratiquement majoritaires. En tout cas, dans les instances de décision, de plus en plus, on voit des femmes qui s'affirment, qui prennent la parole, qui parlent, qui prennent des responsabilités, qui défendent leurs droits. Et c'est ce que le projet a cherché à installer. Le projet phare vraiment se félicite de recevoir aujourd'hui cette télévision. Parce que nous pensons que c'est une excellente initiative. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la base, dans les communautés, il y a d'excellentes choses qui se font et qu'il faut montrer. Et généralement, les grandes télévisions ne les montrent pas. À travers cette télévision, on a la possibilité de voir, d'entrer dans les communautés, d'aller vers les communautés, de rencontrer les vrais acteurs qui font un travail qui servent les familles, qui servent la société, parce que c'est un travail de fond. Donc, nous pensons que c'est une très bonne initiative octroyée à des femmes qui sont dans leur communauté, ces leaders méconnus, n'est-ce pas, ces grandes dames méconnues qui font un travail qui n'est pas du tout reconnu, alors que c'est un excellent travail. À travers ces trophées, on peut récompenser ces femmes-là, les rendre visibles leur travail. Nous, véritablement, nous nous félicitons de cette collaboration qui est en train de naître entre le projet phare et la télévision citoyenne. Peut-être ce que nous regrettons un peu, c'est que ça s'est fait sur le tard. Nous aurions voulu que dès 2019, qu'on ait rencontré la télévision et qu'on ait des pistes de collaboration. En tout cas, nous leur tendons la main. Et pour ce qui nous reste du projet, nous ne ferons plus d'action sans associer cette télévision qui, pensons-nous, est véritablement qu'on devrait appeler télévision du peuple. C'est vraiment la télévision. Le directeur de la télévision, M.
Assane Diatta, qui véritablement s'est déplacé et qui est venu nous voir. Nous le remercions infiniment pour tous les efforts qui ont été faits. Nous remercions toute son équipe. Et vraiment une mention particulière pour les techniciens sans qui rien ne serait possible. Hey, ala sontaleho, casa mas duale bentangana. Hey, wato sitaleho.